On a tous déjà traversé un pont, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment posé la question, qu'est-ce qui se cache là-dessous? C'est bien plus que du béton et de l'acier, croyez-moi. C'est une histoire fascinante de puissance, de précision et d'ingénierie. Allez, aujourd'hui, on plonge dans les secrets de ces géants. Alors pour commencer, une question qui a l'air toute simple. C'est quoi le plus important dans un pont? Spontanément, on pense à la route, évidemment, ou peut-être à ces immenses pylônes qui montent vers le ciel. Mais en fait, la vraie réponse, elle est bien plus profonde que ça. Et oui, la partie la plus cruciale, c'est celle qu'on ne voit jamais. La véritable force d'un pont, elle ne commence pas en l'air. Non, elle prend racine profondément sous la terre. Tout se joue dans les fondations. Alors que se cache-t-il sous la route? On va voir ça tout de suite. Parce qu'avant de construire quoi que ce soit vers le haut, les ingénieurs, eux, doivent d'abord aller vers le bas. Très, très profondément. Et tout ça, ça repose sur ce qu'on appelle les fondations profondes. Imaginez un peu, c'est comme les racines d'un arbre gigantesque. Ces énormes piliers souterrains qu'on appelle des pieux, c'est eux qui vont chercher le sol bien dur, bien stable, parfois à des dizaines et des dizaines de mètres sous la surface. C'est sur eux que repose, absolument tout le poids du pont. Ok, donc on a ces racines, mais comment on les fabrique? Pour ça, il y a principalement deux grandes méthodes, deux techniques, chacune avec son mode d'emploi, ses avantages, et le choix entre les deux, ça dépend complètement du terrain. Pour faire simple, on pourrait dire que c'est l'histoire de deux pieux, le marteau contre la perceuse. D'un côté, on a les pieux battus, c'est l'approche marteau, on prend des colonnes toutes prêtes et bam, on les enfonce en force dans le sol. De l'autre, les pieux forés, c'est l'approche perceuse. Là, on commence par creuser un trou et seulement après on le remplit. Voyons ça de plus près. Alors le pieu battu, là on est vraiment dans la force brute, l'efficacité pure. D'abord, on préfabrique ces gros pieux en béton sur place, ensuite on les transporte pile au bon endroit, et là le spectacle commence. Un marteau gigantesque, qu'on appelle un mouton, vient frapper pour enfoncer le pieu jusqu'à la bonne profondeur. C'est littéralement comme planter un clou de plusieurs tonnes. Une fois que c'est fait, on coupe ce qui dépasse en haut, ça s'appelle le recépage, pour avoir une base parfaite pour la suite. Avec le pieu foré, on change complètement de méthode. C'est beaucoup plus chirurgical. On commence par forer un trou immense, avec une sorte de tire-bouchon géant. Et pour éviter que tout s'effondre, on remplit le trou avec une boue spéciale, la bentonite, qui maintient les parois. Ensuite, on descend délicatement une énorme cage en acier à l'intérieur, puis on pompe le béton par le bas, ce qui pousse la boue vers le haut et qu'on récupère. Le gros avantage ici, c'est qu'après on peut faire une sorte d'échographie du pieu pour être absolument certain qu'il n'y a aucun défaut caché. Alors, marteau ou perceuse, comment on choisit? C'est une question de compromis. Le marteau, les pieux battus, c'est super rapide. Idéal quand on a de la place et qu'on ne va pas trop profond. La perceuse, les pieux forêts, c'est plus lent, c'est sûr, mais c'est la solution parfaite en ville pour ne pas tout faire vibrer ou quand il faut aller chercher le sol stable très très loin en dessous. Et puis, comme on disait, le contrôle qualité est bien meilleur avec la méthode de la perceuse. Au final, c'est vraiment le chantier qui dicte sa loi. Bon, nos racines sont bien plantées, solides. Maintenant, on peut enfin sortir de terre et commencer à monter. On va s'occuper de la partie visible, celle que tout le monde connaît, le tablier du pont. Autrement dit, la route. Et là, l'astuce moderne, elle est géniale. Plutôt que de s'embêter à couler ces poutres monstrueuses en plein ciel, on fait tout au sol. On les préfabrique tranquillement sur le chantier, le gain de temps est énorme. Et en termes de sécurité, ça n'a juste rien à voir. Et puis vient le moment du grand spectacle, le levage. Il faut imaginer des grues immenses qui attrapent ces poutres de, 50 tonnes, parfois plus. C'est le poids de 10 éléphants. Et elles les soulèvent, les déplacent et les posent au millimètre près sur les piles du pont. C'est un vrai balai de géant. Ok, les grosses poutres sont en place. Maintenant, on vient poser des dalles plus petites entre elles. On les appelle des prédales. Leur rôle est super malin. Elles servent de plancher perdu. C'est-à-dire qu'on va pouvoir couler le reste du béton directement dessus, sans avoir besoin de construire un échafaudage monstre en dessous. C'est simple, mais il fallait y penser. Maintenant, attention, on arrive à la partie la plus bluffante, le secret de fabrication qui donne au béton sa force incroyable. On va parler d'un vrai super-pouvoir, caché au cœur même de la matière. Et ce super pouvoir, il repose sur une idée qui semble complètement contre-intuitive. Comment est-ce qu'on peut rendre le béton plus fort? En l'écrasant, ça paraît fou, et pourtant, c'est la clé de presque tous les ponts modernes. Ça s'appelle le béton précontraint. Et le concept est juste génial. L'idée, c'est de mettre le béton sous pression, de le comprimer avant même qu'il ait à supporter le moindre poids. Comme ça, cette force de compression qu'on a mise à l'intérieur va annuler les forces d'étirement qui viendront plus tard avec le trafic. Et le résultat, c'est qu'on peut faire des ponts beaucoup plus longs, plus élégants et incroyablement plus résistants.
La méthode la plus courante, c'est la post-tension. Comment ça marche? Quand on coule le béton de la poutre, on laisse des petits tunnels vides à l'intérieur. Une fois que le béton est bien sec, bien dur, on passe des câbles d'acier super costauds dans ces tunnels. Et là, on branche des vérins hydrauliques monstrueux qui vont tirer sur ces câbles avec une force phénoménale. Ça comprime le béton, ça le serre. On bloque tout et c'est fini. Le béton est sous tension permanente. L'analogie avec la rangée de livres est parfaite. Si on ne les serre pas, impossible de les soulever. Mais si on les presse très fort les uns contre les autres, on peut soulever le tout comme un seul bloc. C'est exactement ça. Et il y a même une astuce supplémentaire. Souvent, il n'y a pas une, mais 2 familles de câbles. Une première série dans chaque poutre individuelle, pour les rendre fortes, et une deuxième série de câbles qu'on passe à travers tout le pont une fois que les poutres sont assemblées. Ça vient lier l'ensemble, un peu comme le fil d'un collier de perles qui transforme des éléments séparés en un seul objet solide. Voilà, le squelette du pont est là, il est ultra solide, mais évidemment, on ne peut pas encore rouler dessus. Il reste toutes les finitions pour terminer le voyage. C'est l'étape où la structure brute devient une vraie route. On vient d'abord souder les poutres entre elles avec des pièces transversales, ensuite on coule la dalle de béton finale par-dessus, le ourdi. Après ça, une couche d'étanchéité hyper importante, puis l'asphalte, la couche de roulement, et enfin, on installe tout le reste. Les barrières de sécurité, les trottoirs, le système pour évacuer l'eau, bref, tout ce qui rend le pont sûr et praticable. Finalement, quand on y pense, du pieu qu'on ne verra jamais, enfoui à des dizaines de mètres sous terre, jusqu'à la simple ligne blanche peinte sur l'asphalte, chaque petit détail de ce pont raconte une histoire incroyable. Une histoire de planification, de puissance et de précision. Alors voilà, la prochaine fois que le trajet passe par un pont, peut-être qu'on y pensera un peu, on regardera au-delà de la route et on essaiera d'imaginer toute cette ingénierie cachée juste sous les roues. Ça donne envie de se demander quelles autres merveilles invisibles nous entourent chaque jour. C'est une bonne question pour la route.